Guillaume, bonsoir. Bonsoir Virginie. Pour débuter aujourd'hui, nous célébrons les 20 ans de la loi handicap adoptée sous la présidence de Jacques Chirac. Une loi qui prône l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes en situation de handicap. Elle prend en compte les cas de famille de handicap, qu'ils soient moteurs, sensoriels, cognitifs ou encore physiques, et qui concernent aussi les personnes à mobilité réduite. La politique qui a été donc mise en place met l'accent sur 4 grandes thématiques: les droits à compensation du handicap, l'obligation d'accessibilité, l'école pour tous et l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. Une fois qu'on a dit ça, où est-ce que nous en sommes justement 20 ans plus tard? Je propose d'écouter le bilan qui a été dressé ce matin sur France Inter par la ministre de la Santé et des Solidarités, Catherine Vautrin. Le bilan n'est pas excellent, mais il faut quand même reconnaître qu'il y a des choses qui ont été faites. Aujourd'hui, nous avons 520 000 enfants qui sont scolarisés. On a augmenté par 4 le nombre d'enfants scolarisés. Il faut quand même le regarder. Oui. Et si je prends l'enseignement supérieur, qui est un énorme sujet, on a multiplié par 9, on partait de très bas. Je ne vais pas vous dire le contraire. On a, au moment où je vous parle, 64 500 étudiants qui sont des étudiants porteurs d'un handicap. On a travaillé sur un autre sujet. On en parlait beaucoup. C'est fait, c'est la prise en charge du fauteuil roulant. Ça peut paraître un détail, c'est majeur, parce que c'est un outil d'autonomie absolument indispensable. Et puis il y a un autre sujet, ce sont les transports. Là aussi, il reste beaucoup de travail à faire selon la ministre. Il y a 2 enjeux dont il faut qu'on parle. Le premier, c'est celui des transports adaptés. Le deuxième, c'est comment on permet que les transports soient accessibles à chacun. C'est notamment un sujet très concret de quai. Dans ma ville de Reims, nous avons travaillé sur tous les quais des bus. Le but de la manœuvre, c'est qu'un maximum de gens puissent prendre le tram comme tout le monde, le bus comme tout le monde, parce que ma lecture de l'inclusion, c'est celle-ci, c'est-à-dire la vie la plus inclusive possible. Je prends le point et je donne acte sur le fait que sur le métro, il y a encore effectivement énormément de travail à mener, puisque la plupart des stations, on ne peut y aller que par effectivement des escaliers. Vous avez raison, c'est un sujet sur lequel il faut continuer à travailler. Deuxième sujet évoqué par la ministre, l'emploi des jeunes et des seniors. Alors même que ce matin, l'INSEE a dévoilé les chiffres du chômage qui sont quasi stables au 4e trimestre de 2024, une baisse de 0,1 point, soit 7,3% de la population active. La part des jeunes qui ne sont ni en emploi ni en formation rebondit là aussi de 0,7 points après une timide baisse au trimestre précédent. Un constat qui est là aussi fait par la ministre du Travail, Catherine Vautrin. Il y a un point qui m'interpelle pour être tout à fait concrète, c'est que le taux d'emploi, parce que c'est ça qu'il faut qu'on regarde, c'est-à-dire le nombre de gens qui sont en activité par rapport au nombre de gens de la tranche d'âge qui pourraient travailler, parce que c'est ça qui nous intéresse. Le taux d'emploi des jeunes est en baisse, et ça c'est un sujet majeur, parce que en France aujourd'hui nous avons 2 sujets, un taux d'emploi et un taux des seniors qui sont plus faibles que la moyenne européenne, et ça c'est un sujet très important. Nous avons, et on le sait, sur le territoire un certain nombre de fermetures d'entreprises, et ce qui m'importe, et je voudrais souligner le travail qui est fait par France Travail, qui permet d'accompagner ces personnes pour maintenir leur employabilité et pour travailler à leur évolution professionnelle. C'est un sujet extrêmement important. Troisième sujet mis sur la table par la ministre, après donc le handicap et l'emploi des jeunes et des seniors, eh bien c'est le lancement d'une phase de test pour dépister l'endométriose. Qui est fiable à 97%. Aujourd'hui, on a une femme sur 10 qui est concernée par cette maladie, mais le constat est le suivant: des patientes qui souffrent souvent d'un long retard de diagnostic et de prise en charge. Alors écoutez les explications de comment cela va se mettre en place une nouvelle fois par la ministre. C'est ce qu'on appelle un test clinique, donc 2500 femmes qui vont pouvoir en bénéficier sur prescription de leur gynécologue. Ça veut dire 3 consultations, le test, le résultat du test et le suivi médical. Je rappelle qu'on met fin avec ce test à 7 ans en moyenne d'errance médicale. Là, l'objectif, c'est très concrètement que ces 2500 tests soient réalisés, qu'ensuite l'agence de santé donne son avis définitif pour qu'ensuite les femmes puissent être remboursées. Et sachez que c'est une entreprise française qui a justement créé ces tests. Enfin, concernant les écrans et les enfants, l'heure est à la fermeté, selon le ministre. Avec notamment une réflexion sur une possible interdiction des écrans chez les enfants de moins de 3 ans et même dans tous les lieux publics, selon Catherine Vautrin. Dans les crèches, il n'y a pas d'écran. Vous n'entrez pas dans l'intimité des gens. Par contre, vous pouvez très concrètement être dans les lieux publics dans lesquels il y a des enfants, éviter qu'il y ait des écrans. Quand on vous parle d'enfants confrontés à des écrans à 6 mois, tous les professionnels vous disent c'est mauvais pour le développement de l'enfant. Alors, il y a un sujet d'exposition des enfants écrans dans les crèches, dans les lieux publics. Très concrètement, c'est ça.
À la une également, l'enquête avance dans la mort de la jeune Louise. Le corps de cette jeune fille de 11 ans qui a été retrouvée sans vie dans une forêt d'Épinay-sur-Orge dans l'Essonne le week-end dernier. 4 personnes ont donc été interpellées, dont un homme de 23 ans qui est le principal suspect. Tous les 4 voient d'ailleurs leur garde à vue prolongée de 24 heures. C'est le parquet d'Évry qui l'annonce et qui tiendra d'ailleurs une conférence de presse demain. Sachez que plusieurs éléments incriminent justement ce jeune homme. Il présentait des coupures au niveau du doigt et on a appris en milieu d'après-midi que l'ADN du suspect correspondait à celui qui avait été retrouvé sur le corps de la victime au niveau des mains. Ce dernier aussi semble être propriétaire d'une doudoune qui a été aperçue sur les caméras de vidéosurveillance, une doudoune qui a été introuvable lors de la perquisition de ses parents. D'ailleurs, ses parents et sa petite amie sont toujours en garde à vue aujourd'hui. Il y a aussi des incohérences dans son emploi du temps. Bref, donc ce suspect reste encore donc potentiel. À noter aussi que la garde à vue des 2 autres personnes interpellées à Rouen a été levée. Il s'agissait d'un homme de 23 ans et d'une femme de 55 ans. Toujours dans l'actualité avec cette question, que se passe-t-il au sein de l'éducation nationale Normandie? C'est le SNES-FSU qui alerte en fait sur une vague de suicides et qui évoque une situation inédite. 9 personnes auraient mis fin à leur jour sur les 7 derniers mois. 3 auraient tenté de le faire. Cela concerne des professeurs du premier comme du second degré, des AESH, des personnels de la vie scolaire. Tous les corps de métier et tous les départements de la Normandie sont concernés et touchés selon le syndicat. La secrétaire académique justement assure que jamais dans l'académie les collègues n'ont fait état d'un tel mal-être. Jamais les registres de santé et de sécurité au travail n'ont enregistré autant de signalements et d'appels à l'aide. Réaction du rectorat cette fois-ci qui regrette cette communication et qui souhaite rappeler que toute l'attention a été portée à ces situations. Ils ont notamment mis en place des conseillers de proximité, un service de soutien psy et aussi des livres de ressources. Les écoles parisiennes à l'arrêt suite à un mouvement de grève initié par l'intersyndicale, une mobilisation suivie aussi par les enseignants. Oui, qui dénoncent en fait, je cite, une saignée budgétaire et qui disent non aux futures suppressions de postes. 110 sont prévues pour la rentrée prochaine, ce qui représente environ un quart des suppressions au niveau national. Le ministère veut faire payer aux écoles parisiennes un lourd tribut par l'austérité budgétaire, estime l'intersyndicale dans son communiqué. Parents d'élèves et enseignants se sont donc réunis dans la matinée devant le rectorat dans le 19e arrondissement. Ce dernier a annoncé la fermeture de 198 classes à la rentrée prochaine pour 21 ouvertures, ce qui fait un solde négatif de 177 classes. Et vous le disiez, oui, le mouvement a été suivi puisqu'on avait quand même 170 classes fermées une nouvelle fois aujourd'hui. Toujours dans l'actu, sur décision d'Elisabeth Borne, le directeur de l'Union nationale du sport scolaire, Olivier Giraud, a été mis à pied. À titre conservatoire pour l'instant, et le temps de connaître les conclusions de la procédure disciplinaire qui a été ouverte à son encontre. C'est Elisabeth Borne en fait qui a pris cette décision. Sachez qu'Olivier Giraud avait été nommé en 2021 sur décision de Jean-Michel Blanquer. Affaire à suivre. Merci beaucoup Guillaume.